Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, deux petites vidéos qui vont en fait me servir à corriger les exposés. Alors évidemment, j'aurais préféré vous les faire passer en classe, mais si on ne rentre qu'en juin, il va rester trop peu de temps par rapport à ce qu'il me reste à faire de programme. Donc bon je suis obligé de revenir sur les réseaux, pas le choix. Alors la petite histoire, c'est que Tyson et Pamela, avec leur tout jeune bébé Hartmut, qui, je le rappelle, est né par procréation médicalement assistée. Eh bien ça y est, à cause du confinement, de toutes ces histoires d'épidémie, de crise économique, etc., ils en ont marre, ils veulent partir s'exiler à la campagne et devenir agriculteurs. Ceci dans le but que leur nourrisson puisse grandir et s'épanouir dans un cadre agréable en pleine nature champestre. Ils quittent donc l'urbaine banlieue de Brétigny et vont s'installer dans un petit hameau pittoresque répondant au doux nom de Plessis-Pâté, évidemment. Je me demande vraiment à quoi vous avez pensé. Le souci, c'est qu'ils n'y connaissent rien en agriculture. Tyson, il est gentil, mais il passe son temps à geeker sur la PS4. Quant à Pamela, sa life, c'est les tutos make-up d'Insta. Donc bon, il va falloir leur expliquer bien 2-3 trucs sur les problèmes écologiques en agriculture et surtout les solutions pour leur exploitation. Dans cette première vidéo, on va s'occuper des sujets A, B et C, c'est-à-dire le sol, l'eau et les engrais. Du coup, c'est la deuxième vidéo qui traitera des sujets D, E et F, c'est-à-dire les pesticides, les herbicides et les gaz à effet de serre. Votre boulot, il est archi simple. Vous prenez le tableau problème-solution qui est sur Pronote et vous le complétez au fur et à mesure des vidéos. Soit vous le complétez sur l'ordinateur directement, soit vous l'imprimez, soit vous prenez 2 minutes pour le refaire sur le cahier. Quand c'est complété, comme d'hab, on m'envoie pierre-etienne.rochefort@ac-versailles.fr et là je vais vous laisser 2 semaines pour faire le job, ce qui nous remet jusqu'au 21 mai. Ok? Allez, c'est parti. Donc, le premier tracas de notre petite famille de néo-paysans, c'est de trouver une bonne terre bien riche, du bon sol, ok? Or, l'état des sols dans le monde, c'est pas trop ça. En jaune et rouge sur cette carte, ce sont les sols qui sont dégradés, et vous voyez que ça concerne la France. Le plus souvent, cette dégradation, elle est due à ce qu'on appelle l'érosion. Ce sont les barres violettes du diagramme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'érosion? Eh bien, c'est ce que vous voyez sur cette photo. C'est tout simplement l'eau qui, en ruisselant, emmène des morceaux de notre sol. Et en fait, elle peut en emmener beaucoup, puisque en France, la destruction du sol, on pense que c'est 3,6 tonnes de sol qui partent par hectare et par an. Alors, je rappelle qu'un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si on enlève la matière organique, l'argile et le sable, eh bien notre sol devient de moins en moins fertile, voire on arrive carrément sur le caillou, et là, il n'y a plus rien qui pousse. Le sol, il ne se forme qu'à 2,4 tonnes par hectare et par an. Donc pourquoi est-ce qu'en France, on en érode plus que ce qu'on en forme? C'est en grande partie à cause du labour, avec nos gros tracteurs là. Alors, il y a des milliers d'années, quand les premiers agriculteurs sédentaires l'ont inventé, le labour, c'était une riche idée. Ça aère un petit peu le sol, ça permet d'enfouir les graines et la biomasse, mais là maintenant, avec ce genre de gros véhicules, ça tue énormément de nos amis les lombrics, qui sont essentiels pour le recyclage de la matière organique, comme on l'avait vu dans la séance 21, et ça durcit le sol, ce qui le rend plus susceptible d'être érodé par le ruissellement de l'eau. Donc au final, ça s'avère être une fausse bonne idée. Nul! Espèce de maïs bonduel! Nul! On se retrouve avec des sols de moins en moins fertiles, alors qu'il y en a de plus en plus besoin. En effet, on est actuellement 7,5 milliards d'humains sur la planète, auxquels on va ajouter les 5000 marolais. Or, quand mes parents sont nés, par exemple, vers 1960, ils sont arrivés dans un monde où il n'y avait que 3 milliards d'humains sur Terre. En seulement 60 petites années, la population mondiale elle a plus que doublé, ce qui est complètement dingue. Faut bien avoir conscience que, historiquement parlant, le 20e siècle, c'est un truc de malade. Bon, vous n'avez pas connu forcément, vous, les 2004, là, mais entre les guerres mondiales, aller marcher sur la Lune, la bombe atomique, la révolution féministe, Internet, la compréhension de la génétique et cette croissance phénoménale de la population, c'est fou ce qui s'est passé. Cela dit, tout ce tas de cellules humaines et leur microbiote là, faut le nourrir. Et la planète, elle n'est pas vraiment extensible à l'infini. Dans un des exos, on voyait d'ailleurs que des pays exploitent déjà toute leur surface agricole disponible. Et un autre chiffre qui illustre bien ce problème, c'est celui de la surface dispo par habitant. Elle a été divisée par 2 aux USA, passant de 1 hectare par personne à 0,5, parce que leur population a augmenté beaucoup plus vite que les terres cultivables. On voit même que dans certains pays, c'est carrément divisé par 3. Alors si en plus, à cause du labour excessif avec les tracteurs, ces hectares sont abîmés, ça craint un petit peu. Mais il existe des solutions.
Alors déjà, à propos du labour, on peut tout simplement ne plus en faire et le remplacer par une autre technique, celle du semis sous couvert végétal. On parle de SCV. C'est-à-dire qu'en fait, on met les graines et puis on met simplement du paillage sur le sol. On ne le retourne plus. Et bien on observe que grâce à ça, il y a 10 fois plus de turicules de lombric qui recyclent la matière organique et 10 fois moins d'érosion. Alors la formation des sols, elle est estimée à peu près à ce niveau-là. Et donc, avec du SCV, on ne la dépasse pas. De surcroît, on a remarqué qu'avec cette technique, les rendements étaient meilleurs. On a plus de tonnes de produits par hectare. En plus, l'agriculteur, il passe moins de temps dans le champ et il dépense moins d'argent en carburant pour le tracteur. Alors vous me direz, comment on fait pour préserver le sol? Dans les cultures, on ne laboure pas. Par exemple, les vignes. Les vignes, on ne laboure pas, ça reste en place. C'est un petit arbre fruitier, en fait, une vigne. Et elles sont très présentes en France. Alors, eh bien, en fait, on peut tout simplement placer de l'herbe entre les vignes. On voit que grâce à ça, on a 7 fois moins d'érosion et 2 fois moins de ruissellement d'eau. Et il y a encore une possibilité, si Tyson et Pamela veulent limiter leurs impacts sur les sols, c'est de réfléchir à ce qu'ils vont cultiver. En effet, ce document montre que pour obtenir 1 kg de bœuf, il faut à peu près 300 m² de sol, alors que pour 1 kg de végétaux, c'est 15-20 fois moins. Concrètement, la semaine prochaine, là, quand vous allez vous goinfrer au domac ou au quegré, comme vous dites, eh bien sachez que la viande, elle ne vous rapporte que 1/4 de l'énergie du sandwich. Mais en fait, elle a nécessité 80% de la surface agricole qu'il fallait pour le faire. Le pain, les frites et les légumes, ils ont été faits avec seulement 20% de la surface restante, alors que ce sont eux qui vous apportent les 3/4 de l'énergie. Je vous spoile pas le calcul précis parce que vous le ferez en fait l'an prochain. Donc, avec tout ça, si on résume, pour ce qui est du sol, on en déduit qu'il est préférable que Pamela et Tyson cultivent des végétaux sans labourer, ce qui permettra de limiter l'érosion de Plécipaté et d'avoir besoin de moins de surface. Toutefois, les plantes, elles ont besoin d'un autre truc. Alors vous allez me dire, la lumière, monsieur. Oui, évidemment qu'elles ont besoin de lumière, mais elles ont besoin d'eau. C'est dans l'équation de la photosynthèse, l'eau, je vous le rappelle. Alors c'est pour ça que depuis les années 60, le nombre d'hectares de champs irrigués a fait comme les surfaces cultivées et comme la population mondiale, il a fortement augmenté. Le truc, c'est que l'eau douce, là aussi, il y en a une quantité limitée dans les nappes phréatiques terrestres. Et du coup, sur cette carte, on peut voir que dans certains pays, ceux qui sont en rouge foncé, la quantité d'eau prélevée chaque année dans les nappes phréatiques, elle est supérieure à la quantité d'eau rechargée dans la nappe par la pluie. Donc, comme chaque année, la nappe ne recharge pas totalement, elle s'épuise petit à petit. Alors en France, on est large, puisqu'on prend seulement à peu près 30% de la recharge de nos nappes pour notre agriculture. Mais bon, il faut que Tyson et Pamela fassent attention à ça, surtout qu'avec le réchauffement climatique, on prévoit que les canicules et les sécheresses, elles vont être de plus en plus fréquentes. Évidemment, il existe des solutions. Déjà, vous avez vu dans un des exercices qu'il y a des variétés de végétaux qui consommaient moins d'eau que les autres, et donc qui étaient plus adaptés à la sécheresse. En outre, ce document vous montre que plus une parcelle contient de plantes différentes, plus elle résiste à la sécheresse. Ainsi, s'ils veulent se prémunir du risque, Pamela et Tyson peuvent donc réfléchir à diversifier les cultures dans leur champ, plutôt que de faire une monoculture d'une seule plante. Ensuite, si jamais ils doivent irriguer, eh bien il ne faudra pas le faire n'importe comment. On peut lire dans ce document que certaines techniques, comme l'irrigation traditionnelle, gâchent en fait 50% de l'eau. Alors que la technique du goutte à goutte, où l'on met des tuyaux qui déchargent des gouttelettes au pied des plantes, elle ne gâche que 12% de l'eau. Ils savent donc ce dans quoi ils doivent investir pour leur ferme. Outre la technique d'irrigation, on peut affirmer, avec cet histogramme, que le moment auquel on irrigue est lui aussi primordial. Il stipule que quand on irrigue au mauvais moment, on gagne seulement 20% de rendement. Alors que quand on irrigue avec la même dose d'eau, mais au bon moment, eh bien on gagne 100% du rendement puisqu'il double. Alors à noter que là, contrairement à d'habitude où les rendements sont exprimés en tonnes par hectare, on les a exprimés en quintaux par hectare. Un quintal, c'est 100 kg. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kg déjà. Aussi, si notre couple infernal aux aventures rocambolesques veut inscrire son exploitation dans une démarche écolo où on gaspille pas, ils peuvent se poser la question suivante. À quoi vont servir les plantes produites? À nourrir des animaux ou à nourrir directement des humains? Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. En effet, pour qu'une vache prenne 1 kg, il faut qu'elle mange 8 kg de végétaux environ. C'est pour ça qu'on dit qu'un kilo de bœuf a utilisé 13 500 litres d'eau. C'est pas l'eau que le bœuf il a bu, non. C'est l'eau dont les plantes données au bœuf ont eu besoin pour grandir. Ainsi, on voit que quand on cultive du blé, on récolte à peu près 10 fois plus d'énergie que ce que ça a coûté d'eau. En revanche, le bœuf, lui, alors déjà il nécessite à peu près 10 fois plus d'eau, mais il rapporte 2 fois moins d'énergie que ce qu'il a coûté d'eau. D'ailleurs, c'est pareil pour les surfaces de sol qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on comptait, c'est la surface nécessaire
à faire pousser la nourriture donnée au bœuf, alors qu'on pourrait directement la donner à des humains. Alors tout ceci signifie que, si Tyson et Pamela veulent être économes en eau, ils doivent cultiver plutôt des végétaux, plutôt variés, irriguer de la bonne façon et au bon moment. Néanmoins, il y a un autre intrant que l'eau qui est couramment utilisé en agriculture, ce sont les engrais. En particulier les engrais azotés, les nitrates, même si les engrais phosphatés sont importants également. Vous aviez d'ailleurs des questions dessus dans l'exercice. Ce sont en fait surtout ces engrais qui ont permis d'augmenter les rendements agricoles ces dernières décennies, plus que l'augmentation des surfaces. Alors sur la photo, on constate que sans azote, les plants restent petits et jaunissent. Et sur le graphique, on observe que c'est avec 130 kg d'azote par hectare dans le champ qu'on a les rendements maximaux. 2 fois meilleurs que sans engrais d'ailleurs. Est-ce que Tyson et Pamela vont pouvoir s'en passer? Ça va être difficile. Par contre, il faut surtout pas qu'ils en mettent trop. Parce que si on met des trop grosses doses d'azote, on voit que le rendement il se met à diminuer. Mais surtout, cet histogramme nous montre que dans quasiment toutes les cultures, l'eau du sol a une teneur en nitrate qui dépasse la limite de 50 mg par litre. Par ruissellement, cette eau polluée, elle va contaminer les nappes phréatiques. On peut lire sur la carte que toutes les grandes régions agricoles, en particulier la Beauce, et plus précisément le Hurepoix dans lequel nous sommes, ont des nappes phréatiques où la teneur en nitrate dépasse la limite de 50 mg par litre. Ils sont en rouge. Ou alors, en orange, elles s'en approchent dangereusement. Et ces nitrates, en fait, ils peuvent causer des troubles chez les nourrissons. Aïe aïe aïe, Tyson et Pamela doivent penser à la santé de leur petit Hartmut lorsqu'ils vont faire leur choix pour leur ferme. Alors, si on s'intéresse plus précisément au cas du nord de la Bretagne, qui est en rouge aussi, eh bien on va voir que les conséquences peuvent être pires. Et pour cause, comme les nitrates excédentaires vont ruisseler dans les cours d'eau, ils vont déboucher dans la mer, ce qui va faire proliférer les algues. Là, ce sont elles qui vont se servir des engrais azotés. Alors on parle du coup de marée verte, parce que les algues elles envahissent, et vous pouvez voir qu'elles sont très fréquentes en Bretagne. Cela cause de nombreux dégâts. Ça tue les poissons, comme dans l'exercice du lac Léman. Cela empoisonne les coquillages, du coup on ne peut pas les manger. Cela dégage des gaz toxiques quand ça pourrit. Et au final, cela nuit au tourisme. C'est pas super, je dirais même... Ça fait beaucoup là, non? Alors, quelles sont les solutions possibles pour nos deux apprentis agriculteurs? Eh bien, si nos deux tourtereaux s'installent près d'un cours d'eau, ils peuvent mettre une bande enherbée avec des haies et des arbres juste avant le cours d'eau. Le graphique stipule que 90% des nitrates seront absorbés et n'iront pas dans la rivière. Cependant, il y a une autre solution que vous connaissez déjà, car elle était dans les exercices. Bon, en fait, je crois que vous avez compris que j'ai fait exprès dans ces exercices d'aborder plein de thèmes différents. Cette solution, ce sont les légumineuses. Alors c'est le pois, le haricot, la févrole, la luzerne. Elles ont la capacité de prendre l'azote dans l'air sous forme de diazote pour nourrir la plante. Là, actuellement, dans la salle, il y a 80% d'azote. Eh bien, elles sont capables de s'en servir. Alors quand je dis elles, en fait, c'est pas vraiment elles. Ce sont les bactéries avec lesquelles elles sont en symbiose dans leurs racines, ces plantes. C'est un peu comme nous, avec notre kilo de bactéries dans les intestins là, qui nous aident à digérer. Alors, il y a sûrement dans la barbe aussi du microbiote là. Je pense qu'il y a même des animaux au point où j'en suis. Ce qui est fou, c'est qu'en plus de ne pas avoir besoin d'azote sous forme d'engrais, elles en remettent dans le sol, ce qui bénéficie à la culture suivante. C'est pourquoi dans ces mêmes exercices, on vous montrait un exemple de rotation des cultures où on alterne céréales et légumineuses. Mais Pamela et Tyson peuvent tout à fait alterner différents types de légumes, comme dans cet exemple, où on met des choux, très gourmands en azote, juste après les pois, qui ont rechargé le sol. Puis après on enchaîne avec des carottes et des pommes de terre. Alors il y a quand même un truc à préciser, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la fève pouvait constituer un engrais dès l'Antiquité. Quant à la rotation des cultures, ça avait été inventé au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de les faire et qu'on s'est mis à faire de la monoculture, avec une seule plante dans les champs? Eh bien c'est parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, en 39-45, que mes grands-parents ont connu d'ailleurs, mais peut-être même les vôtres, il fallait nourrir tout le monde, avec peu de main d'œuvre. Donc c'était plus simple de faire des monocultures avec engrais, où on n'utilise qu'une seule grosse machine. On est en fait passé à une agriculture intensive, on reverra ça plus tard, et aussi productiviste. Alors ça c'est plus les profs d'SES et d'histoire géo qui pourraient vous en parler. En attendant, côté engrais, toutes ces informations signifient que pour éviter une pollution par excès de nitrate, qui serait néfaste à la fois à leur culture, à leur santé et à leur environnement, notre couple peut utiliser des légumineuses et placer des bandes enherbées autour de ces champs. Voilà, donc c'est fini pour les sujets A, B et C. Je vous laisse aller voir la deuxième vidéo pour les 3 sujets restants.